Bonjour tout le monde. Donc, contrairement aux deux anciennes communications, nous parler de l'expérimentation animale, nous, on va procéder à aborder l'utilisation des animaux en bioproduction. C'est bloqué. Hein? C'est bon, c'est bon. Alors, il faut savoir que certaines molécules en pharmacie sont impossibles à obtenir par synthèse chimique. On fait alors appel à la bioproduction qui englobe l'ensemble des techniques utilisant des organismes vivants pour la synthèse de molécules d'intérêt. De là, plusieurs supports sont utilisés, tels que les bactéries et les levures, mais l'animal reste le support le plus utilisé. Donc, pour l'histoire, l'histoire de l'utilisation des aliments en bioproduction a commencé en 1796 avec le médecin britannique Edward Jenner, qui a constaté que les fermiers en contact régulier avec les vaches atteintes de vaccine ou variole bovine, appelée aussi cowpox, ne contractent pas la variole humaine. D'où l'idée d'inoculer par scarification le pus de la vaccine à un jeune enfant. Cet enfant a contracté la variole sous la forme d'une pustule et en guérit très vite. Par la suite, Louis Pasteur, en 1885, parvient à mettre au point le premier vaccin humain à virus vivant atténué destiné contre la rage. Donc, à partir de cerveau de chien mort de la rage, Louis Pasteur parvient à isoler la souche virale, puis à l'atténuer par passage sur la peau. L'histoire continue avec un collaborateur de Louis Pasteur, qui est Émile Roux, qui en 1888 découvre que la bactérie en cause de la diphtérie sécrète une toxine. 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 1891, il arrive à produire sur cheval un sérum riche en anticorps antidiphtériques, ce qui a permis de réduire la mortalité à moitié. Enfin, en 1922, les deux chercheurs canadiens, Banting et MacLeod, parviennent à sauver le jeune enfant Thompson, atteint de diabète au stade coma, en lui injectant pour la première fois dans l'histoire un extrait pancréatique d'origine porcine. On va essayer maintenant de citer les différentes, les principales utilisations actuelles des aliments en bioproduction. On va commencer par la culture sur produits d'origine animale. Et l'exemple le plus courant, c'est l'utilisation des œufs embryonnés de poules pour la fabrication du vaccin grippal. Ce support a été choisi pour 2 raisons. La première raison, c'est la disponibilité des œufs. Donc, c'est un support facile à obtenir. Et le deuxième facteur, c'est que les œufs constituent un milieu très propice à la culture des virus type influenza. Donc, les œufs sont soigneusement sélectionnés selon des critères bien précis. On peut citer par exemple que les œufs doivent être issus d'un élevage SPF. Ils doivent être entre 9 à 12 jours de fécondation. Ils doivent être exempts d'influenza, de leucose, de salmonelle, de mycoplasme. Et la charge bactérienne au niveau de la coque doit être inférieure à 20 000 UFC sortie élevage et inférieure à 5 000 UFC sortie couvoir. Donc, le virus est injecté et inoculé par voie allantoïque. Après 2 à 3 jours d'incubation, les nouvelles particules virales se retrouvent au niveau du liquide allantoïque. On va procéder à la récolte de ce liquide afin d'en extraire les nouvelles particules virales. Donc, malgré les avantages de cette technique, elle présente 2 principaux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est les allergies aux protéines des œufs. Le deuxième inconvénient, c'est le long délai de fabrication. Il faut noter qu'en 2006, une étude a montré qu'il a fallu 4 milliards d'œufs pour la fabrication de 1,2 milliard de doses. Donc, ce qui a conduit les chercheurs à se pencher sur la piste culture cellulaire. Preuve en est, lors de la pandémie de 2009, les autorités européennes ont autorisé la mise sur le marché d'un vaccin antiviral produit sur cellules viraux.
Donc, mais le problème de la culture sur Véro pour le virus influenza, reste la stabilité de ce virus en culture cible. C'est très instable. Donc, on continue à fabriquer le vaccin sur œuf embryonnaire. Un autre modèle d'utilisation des animaux, c'est l'utilisation culture sur organes d'animaux. Et l'exemple le plus courant, c'est l'utilisation des cerveaux de chorizo pour la fabrication du vaccin antirabique type Fuenzalida. D'ailleurs, c'est la technique utilisée à l'Institut Pasteur. Donc, pour la souche virale, elle est inoculée par niveau intracérébral. Après 5 jours d'incubation, la matière cérébrale, elle est récupérée par aspiration. Ensuite, on procède à un broyage, une centrifugation mélange, une inactivation chimique par la bêta-propiolactone et enfin une lyophilisation pour la mise sous forme pharmaceutique. On note que cette méthode présente l'avantage d'être peu coûteuse, mais elle est très ancienne et elle peut présenter des effets indésirables. Le troisième mode d'utilisation des animaux, c'est l'utilisation des cellules primaires. Il faut noter que les cellules primaires sont des poules de cellules issues de tissus normaux. Ils sont contrôlés de manière appropriée afin d'exclure toute contamination par des agents infectieux, des agents hématophobes, cytopathogènes. Un des exemples les plus courants, c'est l'utilisation des cellules d'embryons de poulet pour la fabrication du vaccin de la fièvre jaune et le ROR, rougeole, orient, rubéole. Donc, l'embryon est prélevé. On va procéder par la suite à la séparation de la tête du corps. Donc, la tête, on va prélever les 2 hémisphères cérébraux et on procède à un broyage pour la mise en culture des cellules nerveuses. Et le corps va servir pour la mise en culture des cellules fibroblastiques après élimination de la colonne vertébrale et des membres et des viscères. Un deuxième exemple d'utilisation des cellules primaires, c'est l'utilisation des reins d'agneau fœtal pour la fabrication du vaccin anticlaveux contre la variole ovine. C'est une technique utilisée par l'Institut Pasteur où le rein du fœtus est prélevé de façon aseptique par incision dorsale. On va procéder par la suite à une digestion enzymatique du cortex rénal par une solution de trypsine. On va procéder par la suite à une centrifugation pour la récupération de culot qui va servir à la culture et enfin une infection par la souche virale. Les cellules primaires présentent l'avantage d'être peu coûteuses, mais présentent 3 principaux inconvénients. Premier inconvénient des cellules primaires, c'est la durée de vie limitée, c'est-à-dire ce qui va nous réduire le nombre de passages. Deuxième risque, c'est le risque d'introduire des agents infectieux. Et le troisième inconvénient, c'est qu'elles sont très sensibles aux contraintes de culture en masse sur des bioréacteurs. Ce qui nous mène à utiliser un autre type de culture cellulaire, ce sont les lignées cellulaires continues. Contrairement aux cellules primaires, les lignées cellulaires continues sont des cellules immortelles. L'immortalité peut être soit spontanée, soit induite par un oncogène ou un processus tumoral. Les cellules de lignée continue présentent l'avantage d'avoir un nombre de passages illimité et aussi, contrairement aux cellules primaires, elles permettent une culture en masse sur des bioréacteurs. Une des lignées cellulaires les plus utilisées en production de vaccins, c'est les cellules Véro, qui sont des cellules de reins de singe vert d'Afrique. Donc, c'est une lignée immortelle de façon spontanée. Elle est très utilisée pour la fabrication des vaccins humains et vétérinaires, par exemple pour le vaccin antirabique, le vaccin polio injectable. Le seul petit inconvénient pour les cellules Véro, c'est qu'elles ont toujours besoin d'un support solide pour la culture. Elles ne peuvent pas être cultivées en suspension. Le quatrième mode de culture cellulaire, ce sont les cellules transfectées. Donc, la transfection consiste à l'insertion d'un plasmide codant pour une protéine d'intérêt par des méthodes physiques, chimiques ou électriques. Chimique, par exemple, peut citer 2 techniques, la précipitation avec phosphate de calcium ou la technique des liposomes où l'ADN est conjugué à des molécules en lipides et entre dans la cellule par endocytose. Les méthodes physiques peut citer la micro-injection où l'ADN est injecté par des micro-pipettes
ou la méthode biolistique, où l'ADN est conjugué à des particules au nord en tungstène et lancé à l'intérieur des cellules par des canons à particules. La méthode électrique, ou appelée électroporation, où la membrane cellulaire subit une brève impulsion électrique, ce qui permet d'ouvrir les pores. L'avantage des cellules transfectées, contrairement aux cellules de lignée non tumorigènes, il faut préciser, que les cellules de lignée tumorigène peuvent être cultivées en suspension. Les cellules non tumorigènes ne peuvent pas être cultivées en suspension. Par contre, là, les cellules transfectées, elles peuvent être cultivées en surface, en suspension ou sur des billes. Et l'exemple le plus courant des cellules transfectées, ce sont les cellules CHO. Donc, ce sont des cellules d'ovaires d'hamster chinois utilisées pour la fabrication de plusieurs protéines recombinantes, et plus essentiellement pour le vaccin hépatite B. Après avoir vu les différents types de cultures d'animaux, on va procéder on va introduire l'utilisation des animaux pour la production d'anticorps. Donc, les animaux sont utilisés pour la production de deux types d'anticorps, soit des anticorps polyclonaux, où les anticorps reconnaissent plusieurs types d'épitopes, y compris sur le même antigène, ou les anticorps monoclonaux qui reconnaissent un seul épitope. Donc, pour les anticorps polyclonaux, le choix d'espèces animales dépend d'un facteur essentiel, qui est le volume de sérum à préparer. Donc, pour les grands volumes, l'espèce la plus utilisée, ce sont les chevaux. Et cette technique s'applique pour la fabrication de sérums thérapeutiques, tels que le sérum antiscorpionique et les sérums antitétaniques. Cette méthode, donc l'antigène contre lequel on peut produire des anticorps polyclonaux est injecté à l'animal, le plus souvent couplé à un adjuvant pour augmenter l'immunogénicité de l'antigène. Par la suite, on procède à la récupération du plasma brut, qui se fait essentiellement par la technique de plasmaphérèse, qui permet d'améliorer le rendement et la durée de récupération de l'animal par rapport à la chimie classique. Voilà la technique de plasmaphérèse, où les éléments figurés du sang reviennent à l'animal, contrairement à la technique de chimie classique. On va procéder à une coagulation qui permet de diminuer le rendement et l'efficacité de l'animal au fil du temps. Et pour les petits volumes, les espèces les plus utilisées, ce sont les souris, les rats, les lapins, essentiellement pour la fabrication des sérums d'agglutination, tels que les sérums de sérotypase vibrio-cholérée et salmonelle typhi. Là, le sang n'est pas prélevé par plasmaphérèse, mais par ponction cardiaque ou carrément une exsanguination. Pour la production des anticorps monoclonaux, la technique utilisée est la technique des hybridomes, donc développée en 1975 par Kohler et Milstein. Pour l'antigène pour lequel on veut produire un anticorps est injecté à l'animal. Par la suite, on va procéder à la récupération des cellules de la rate et des ganglions, qui sont fusionnés par la suite dans du polyéthylène-glycol avec des cellules myélomateuses sélectionnées pour leur déficience en HGPRT, donc hypoxanthine guanine phosphoriboside transférase, et aussi sélectionnées pour leur incapacité à produire des anticorps. Comme ça, on est sûr que les anticorps qu'on a proviennent des cellules de l'animal. Ensuite, l'ensemble est mis dans un milieu sélectif HAT, aminoptérine. Cette fois-ci, donc, la HAT va bloquer la voie de synthèse des nucléotides. Et le HGPRT, c'est lui qui catalyse la voie de récupération, donc de synthèse des nucléotides. Comme ça, on est sûr d'éliminer toutes les cellules myélomateuses qui n'ont pas fusionné avec les cellules de la rate ou les cellules des ganglions. Par contre, lorsque les hybridomes sont cultivés sur des boîtes, les anticorps sont sécrétés dans le milieu à des concentrations très faibles, ce qui a conduit à développer une autre technique, c'est l'injection des hybridomes par voie intrapéritonéale au niveau de l'animal, ce qui permet de sécréter les anticorps à des concentrations plus fortes dans le liquide acide. Et l'espèce qui produit le plus grand volume de liquide d'acide, ce sont les souris balbecées.
Les souris de type C donc, présentent un autre avantage, c'est qu'elles ne produisent pas carrément d'immunoglobulines. Donc, ce qui facilite la purification. Par contre, cette génération d'anticorps monoclonaux, où elle est à 100% d'origine urine, présente certains inconvénients. Parce que les patients traités par ce type d'anticorps monoclonaux produisent des anticorps anti-souris. En plus, ces anticorps ont un TN2000 très court et ils sont incapables d'exercer certaines fonctions effectrices, ce qui a mené à développer d'autres générations d'anticorps monoclonaux. La deuxième génération, appelée anticorps chimériques, donc caractérisée par le suffixe XIMAB, où le fragment FC de l'anticorps est remplacé par un autre d'origine humaine. Le pouvoir immunogène de l'anticorps reste toujours présent, diminue, mais reste toujours présent. Ce qui a conduit à développer la troisième génération, appelée anticorps humanisés, donc qui porte toujours le suffixe UMAB, où uniquement la partie hypervariable est d'origine murine. Et enfin, la quatrième génération, totalement humaine, donc désignée par le suffixe UMAB, soit sur des animaux transgéniques ou par des techniques de biotechnologie comme la phage display. Un autre mode d'utilisation des animaux, ce sont les animaux transgéniques. Dans ce cas, les animaux transgéniques présentent l'avantage de fournir des protéines de haute qualité dans le lait, le sang, le plasma séminal. Le système le plus développé actuellement, c'est la production de protéines dans le lait d'animaux. Donc, la preuve, un premier produit ayant obtenu une AMM en Europe, c'est l'antithrombine 3 humaine produite dans le lait de chèvre transgénique. Pour les animaux transgéniques, le choix de l'espèce dépend de deux facteurs essentiels. Le facteur temps, c'est-à-dire la durée de maturation sexuelle et la durée de gestation. Par exemple, pour une vache, il faut atteindre au moins 36 mois pour avoir les premiers laits à partir d'une vache transgénique, contre à peine 1 an pour le lapin. Et l'autre facteur, c'est le facteur volume de lait produit. Donc, pour cela, la meilleure espèce qui présente un meilleur rapport temps-volume de lait, c'est l'espèce, donc c'est la chèvre. Le lapin aussi présente un autre avantage, c'est que contrairement aux grands animaux, donc il n'existe pas un type d'élevage EOPS, contrairement au lapin qui peut être cultivé élevé dans un élevage type EOPS. En plus, un autre avantage du lapin, c'est qu'ils sont réfractaires aux maladies à primes. Le modèle aviaire aussi, il reste très attractif, mais il présente deux grands inconvénients. C'est la non-transmission du transgène à la descendance et un profil de glycosylation très différent de celui du profil humain. Donc, après avoir vu l'utilisation des animaux entiers, on va essayer de citer quelques utilisations de produits d'animaux. Et l'un des exemples les plus courants, c'est l'utilisation des sérums de veau fœtal. Donc, le sérum de veau fœtal est utilisé souvent pour enrichir les milieux de culture, soit en facteur d'adhésion, facteur de croissance, en facteur mitogène ou en oligo-éléments. Il est souvent prélevé par ponction cardiaque lors de l'abattage de vaches gestantes. Le plus souvent sans anesthésique, donc sans anesthésie pour garantir la qualité du produit. Ce qui présente un problème d'origine éthique, donc, parce que la ponction cardiaque entraîne une souffrance respiratoire chez le veau nouveau-né. Donc, certains préconisent de tuer carrément l'animal avant l'installation du réflexe respiratoire. En plus de ce problème d'ordre éthique, il existe d'autres problèmes d'ordre technique. Par exemple, la variabilité de composition entre les lots. Donc, d'un lot à un autre, on n'a pas une composition fixe. En plus de la possibilité de contamination, soit par des agents infectieux ou par des pions, pour cela, beaucoup d'efforts sont menés afin de remplacer le SVF par d'autres substituts d'origine non animale. Et l'élément le plus solide,
c'est l'utilisation des lysats plaquettaires d'origine humaine. Le seul petit problème, c'est avec les cellules, toujours les cellules de lignée non tumorigènes qui sont cultivées difficilement sans SVM. Par contre, les cellules transfectées, les cellules tumorales sont parfaitement cultivées sans SVM. Un autre produit d'origine animale peut être utilisé essentiellement en diagnostic, c'est le sang de mouton, le sang de cheval. C'est pour l'enrichissement des milieux de culture. Par exemple, on a la gélose en sang frais, la gélose en sang cuit, et la mise en évidence du pouvoir hémolytique de certaines bactéries. On a par exemple pour les streptocoques, alpha hémolytique avec une hémolyse partielle, hémolyse totale, et gamma hémolytique sans hémolyse, absence d'hémolyse. Un autre produit d'origine animale, c'est le plasma de lapin, qui est un produit par l'Institut Pasteur, qui est utilisé pour la détection de coagulase libre produite par le Staphylococcus aureus. Le support animal peut être, dans certains cas, je précise, dans certains cas, remplacé par d'autres supports d'origine non animale. On peut citer par exemple les bactéries, ou le système le plus connu, c'est la bactérie Escherichia coli, qui accepte facilement plusieurs types de vecteurs plasmidiques et se prête très bien à la culture en masse sur des bioréacteurs. Mais les limites de ce support, c'est que la bactérie Escherichia coli elle est incapable de produire des molécules complexes, telles que des anticorps ou les facteurs de coagulation. En plus, la bactérie les protéines produites sont produites sous forme de corps d'inclusion cytoplasmique difficile à extraire. Donc, et elle est, en plus, la bactérie Escherichia coli, elle est incapable de réaliser certaines modifications post-traductionnelles, telles que les ponts des sulfures et la glycosylation. Une autre alternative, ce sont les levures, ou les exemples les plus courants, Saccharomyces et le Pichia pastoris. Les levures donnent accès à une gamme plus large en protéines recombinantes du fait qu'elles réalisent certaines modifications post-traductionnelles. Mais le grand problème de l'utilisation des levures, c'est qu'elles produisent des sucres indésirables, tels que le mannose, ce qui entraîne une hypermannosisation de la protéine, la rendant très immunogénique. Donc, par contre, pour Pichia pastoris, elle produit moins de résidus mannose que le Saccharomyces. Une autre alternative, c'est les microalgues. C'est un support qui peut être très bien exploité, mais il présente certaines limites et inconvénients parce que les cellules dans les microalgues, les protéines produites ne sont pas sécrétées. Se rajoute à cela la richesse du cytoplasme des microorganismes et la viscosité très élevée, ce qui peut complexifier le processus d'extraction et de purification. Et enfin, une autre alternative, ce sont les plantes transgéniques, telles que le tabac, colza, maïs. Les plantes transgéniques présentent l'avantage de la facilité de la transgénèse par rapport aux animaux et le faible coût de production. Mais présente certains inconvénients. Elle peut produire des sucres type xylose, donc des sucres indésirables, rendant la protéine très immunogénique. Et en plus, des problèmes d'ordre environnemental, c'est la dissémination non contrôlée du transgène. Donc, pour cela, certains préconisent d'utiliser soit des plantes stériles, soit d'utiliser des plantes qui ne font pas partie de l'alimentation humaine. Donc, pour conclure, l'animal reste un support incontournable pour la production de certaines molécules. Néanmoins, des efforts sont menés afin de réduire le nombre d'animaux utilisés, raffiner l'utilisation et remplacer l'animal par d'autres supports biologiques. Merci pour la présentation. Il y a des questions? Vous voulez que je commence? Ah, bien sûr. Je voulais poser une question à propos de deux produits que vous avez présentés. Le plasma de lapin. Oui. Il est utilisé pour quel C'est pour un but diagnostique. C'est pour la détection de la coagulase
Donc, coagulase libre des staphylocoques. On a des staphylocoques coagulase positifs plus et des staphylocoques coagulase négatifs. Pour un typage plutôt des bactéries, des staphylocoques. Justement, il y a une technique qu'on utilise à l'université beaucoup, c'est pour détecter des lectines, des globules rouges de mouton, plutôt de lapin. On l'utilise pour la détection de lectines. Le plasma, c'est le plasma de lapin, c'est utilisé pour la détection de voyageurs. On ne dit pas de staphylocoques, parce que le plasma de lapin se coagule en contact des coagulants. Donc, si le coagule, c'est un coagulant positif. Si le coagule pas, c'est un coagulant négatif. Deuxièmement, est-ce que vous produisez des sérums nouveaux Non. Donc, parce qu'actuellement, donc, la réglementation, donc, le sérum de Bofeta doit être produit dans des zones indemnes de certaines maladies, par exemple la vache. C'est parce qu'on peut introduire des agents infectieux. Mais déjà, c'est un problème de manipuler les bons animaux. Surtout de point de vue éthique. Personnellement, je suis contre l'utilisation des bons animaux. Vous avez parlé tout à l'heure de l'adjuvant. Oui. Que vous avez rajouté à votre sérum. Du frein. C'est de frein. Oui. Vous l'utilisez. La deuxième question, c'est par rapport aux anticorps. Il y a des anticorps qui sont certifiés par la Non. Il y avait des essais. Vous avez fait des Oui. Et donc, chez nous aussi, des essais qui ont été faits au niveau de ces détails. Des essais, il y a des contrôles de contamination. Le souci, c'est qu'il devait exposer une mission contrôlée. Ah oui, donc, ça, tu poses la question. il y avait des essais qui avaient été faits, notamment dans la première génération qui utilisait les lièvres. Il y avait des versions à plusieurs secondes. Mais c'était resté au stade de l'expérimental. Et il n'y a pas possibilité de développer les pages discrètes. Il y a eu des tentatives, je veux dire. Au niveau de la production, Donc, il faut beaucoup de projets Oui. pour l'avenir. Hein. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire que la pandémie nous a appris beaucoup de choses. Ah oui. Donc, il faut qu'on se retrousse les manches pour accéder à beaucoup de nouveaux produits. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est là? Nous avons juste vous envisager d'aller vers d'autres types d'anticorps. On voit que les recherches s'orientent de plus en plus ces dernières années sur les anticorps de camélie. Ce sont des anticorps en chaîne lourde, sans chaîne légère, donc la région hyper variable n'est portée que par la chaîne lourde. Donc, ça présente un intérêt particulier par rapport à des protéines chimériques, donc la construction de ce qu'on appelle maintenant des nanobalises, etc. donc, actuellement, à l'Institut Pasteur, on produit des anticorps polyclonaux. Donc, c'est pour les sérums antiscorpioniques. La technique, donc, pour la technique de purification, c'est une technique de double purification sur surface d'ammondium, toutes les hyperxinations et une dialyse pour l'élimination des restes de sel. Vous parlez des anticorps, vous parlez à visée diagnostique ou thérapeutique. Diagnostic, c'est. Parce qu'à visée thérapeutique, moi je peux vous répondre pour une partie. Pour aller au sérum thérapeutique pendant quelques années, il y a pas mal d'études qui ont été faites, notamment pour les sérums antiscorpioniques produits sur venimeux de manière générale qui sont produits sur camélidés. Il me semblait que pour passer du stade de recherche au stade de production, ce sont deux aspects différents. Un exemple tout bête, mon collègue nous a montré tout à l'heure la plasma thérèse.
J'étais à l'origine de la mise en place de cette technique-là, ça m'a pris 10 ans. Faire le plasma févrase à un cheval, c'est pas. Parce que l'animal est horreur. Alors, j'avais posé la question, ils nous ont dit bon courage pour faire une plasma févrase à un camélidé. Donc, vous savez, très souvent, passer du stade, j'allais dire, expérimental au stade de production, ce sont deux aspects totalement différents. Et quand on parle de production de manière générale, on peut sous-estimer l'aspect rentabilité de la chose. Maintenant, pour les techniques de vérification, bon, ça c'est un autre sujet. On en parlait tout à l'heure, ce matin avec le docteur Audouin, de plus en plus aussi, ce qui est à la mode, c'est de purifier les sérums par l'acide patrilique.